Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de l'inflation et le marché immobilier, suivi de l'anecdote de David, et on finit avec les droits des locataires. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. Si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo. Allons-y. David, l'inflation est en hausse au Québec et au Canada et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les prix de l'essence et des loyers ont exercé une forte pression à la hausse sur l'inflation au mois de mars au pays, tout comme les vêtements et les chaussures qui coûtent plus cher. Et ça, c'est selon les statistiques Canada. Également, les prix des logements ont augmenté de 6,5 % d'une année à l'autre au mois de mars, ce qui représente une hausse égale à celle enregistrée en février. Tandis que l'indice du coût de l'intérêt hypothécaire a progressé de 25,4 %. On va parler à ce podcast, mais les prix des loyers ont de nouveau affiché une hausse en mars. Ils ont cru de 8,5 % d'une année à l'autre, après avoir augmenté de 8,2 % en février. Ouais. Et, pour être plus précis, au Québec, le taux d'inflation a augmenté de 0,8 % entre février 2024 et mars 2024, proche de 1 % d'augmentation d'inflation, et de 3,6 % d'une année à l'autre. Et le Québec est la province avec la plus forte variation de l'inflation d'une année à l'autre. Et la question qui tue, David, c'est comment trouver un logement abordable en ce moment au Québec? Ben là, écoute, si tu es un client, tu veux un loyer à 1 000 $ par mois, on n'aura pas le choix d'aller en région très loin de Montréal. Tu sais, c'est la seule façon. Parce qu'en banlieue proche de Montréal, c'est très difficile. Sinon, ça va être de trouver un logement qui va être très petit, qui va coûter moins cher. Mais là, si tu as une famille, ça commence à être difficile. Tu as une famille, tu es séparé, tu es tout seul. Fait que on va travailler, ça va être difficile. Fait que il n'y a pas de solution miracle, là, tu sais. Non, c'est ça. Je parle aux gens dans les dernières semaines et c'est une tendance qui inquiète. C'est une tendance inquiétante. Ouais. C'est que les gens n'ont plus l'argent, certains, et il y en a beaucoup. C'est pour ça que je voulais faire ce sujet aujourd'hui. Ils doivent choisir entre acheter des vêtements qui en ont besoin Ouais. et se nourrir. Et il y en a encore pire que ça, qui choisissent entre se nourrir eux-mêmes ou mettre de l'essence pour continuer à aller au travail, Mm. pour faire de l'argent, pour continuer à se subvenir aux besoins de leur famille. Ouais, c'est pas facile, là. Surtout que là, tu sais, le TAL a augmenté de 4. Ben, je sais pas si on y arrivait avec un article, là, je sais qu'on allait en parler, mais tu sais, l'augmentation du TAL, l'anciennement la Régie du logement, là, pour que les gens Ouais. puissent me suivre, là, il suggérait une augmentation de 4 % cette année. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'augmentation qu'il suggérait. Fait que, tu sais, malgré que les loyers sont très chers, ça continue d'augmenter. Fait écoute, je sais pas c'est quoi la solution, là. C'est pas moi qui l'ai, en tout cas. Oui, exact. On va parler des solutions à la fin. Le prix, tu vois, j'ai trouvé plusieurs articles, dont un sur TVA Nouvelles qui rapporte Ouais. très bien les nouvelles. Donc, les prix de l'essence et des loyers ont exercé une forte pression à la hausse sur l'inflation au mois de mars au pays. On parle du Canada. Ouais. Tout comme les vêtements et les chaussures, ce que j'ai lu tantôt. Mais on voit très bien que c'est l'essence et les loyers qui ont exercé la pression et qui ont fait que le taux d'inflation a progressé à 2,9. OK. Ouais. C'est quelque chose, comme je dis, c'est ça. Fait que, tu sais, on pense que les loyers sont max. Mais tu sais, ça va tout le temps. Tu sais, là, c'est pour ça que les taux sont plus chers. Hein, tu sais, que les taux hypothécaires, ben, la taux des banques, tu sais, ils ne baissent pas. C'est parce que justement, ils veulent ralentir l'inflation. Mais malgré ça, tu sais, l'inflation continue.
Donc, Exact. ils peuvent pas baisser les taux, là, sinon ça va juste être encore pire, puis on va se retrouver comme le 2 ans, 3 ans quand ça augmentait sans arrêt. Tu sais. Exactement. Donc, ce que le gouvernement du Canada fait en ce moment, donc, c'est des politiques qui créent l'inflation. Donc, les dépenses, on le sait très bien que ça crée l'inflation. En même temps, la Banque du Canada augmente les taux pour que les gens aient l'accès moins facile à l'argent. En d'autres mots, pour ralentir l'économie. Mhm. C'est comme quelqu'un pèserait sur le gaz et sur le frein en même temps. Ouais. Et ça crée une situation qui est. Je sais que j'ai déjà utilisé ce mot-là, mais c'est inquiétant ce qui se passe en ce moment. On est dans une place où il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le cours de Ouais. l'inflation et des prix. Parce qu'à proportion, tu sais, si tu regardes les proportions des salaires, tu sais, les salaires n'ont pas suivi, là. C'est ça mon point, parce que c'est ça que je dis. On Fait que dirait que tu as lu mes pensées exactement. Là, exact. pas suivi là, du tout. Non, non. Je me souviens quand début des années 2000, j'ai travaillé comme j'avais pris des emplois comme au téléphone, Ouais. service à la clientèle. Et c'était, je pense, 33 000 ou 36 000. J'ai fait ça quelques mois, je voulais tester ça. Et c'est les mêmes salaires maintenant. Ah ouais. 20 ans plus tard, Mais c'est c'est les ça mêmes qui est salaires au service à fou, la tu sais. clientèle, là. Ouais. Tu sais, t'as un petit peu plus, mais tu sais, Wow, j'ai- 800 mais, dollars de plus peut-être, là. mais la proportion, oublie ça, tu sais, c'est impossible aujourd'hui d'arriver là, avec un salaire minimum. Là. Exact. Exact. Tu sais, à moins que Et tu travailles là, vraiment en région, tu vas peut-être arriver à joindre les deux bouts, mais tu sais, autour de Montréal, là, c'est impossible. Là. ouais. Et là, je vais te montrer un autre article. Ça va pas aider la situation. Check bien ça, c'est le retour en force des acheteurs. Ouais, Ça a été publié il y a quelques jours. Euh, et cet article, ça indique que les prix des propriétés pourraient augmenter, donc risque de flamber en 2024. ouais, Et l'explication de Royal Lepage, la compagnie avec laquelle tu travailles, ouais. l'agence immobilière avec laquelle tu travailles. Donc, l'attente d'une baisse prochaine du taux d'intérêt a réveillé de nombreux Québécois qui avaient mis sur pause leur projet d'achat d'une propriété, entraînant une véritable course contre la montre qui fait bondir les prix des résidences. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire, David? Ouais. Mais dans le fond, moi, ce que je comprends de l'article, puis pourquoi que ça va arriver, c'est exemple qu'il y aurait 500 acheteurs dans une région donnée, étant donné que les taux étaient tellement hauts qu'ils ont mis leur projet sur pause pendant un an. Fait qu'il s'est ramassé, exemple, 500 acheteurs, exemple, sur un an. Ouais. Mais qu'il y a tout le temps, exemple, en moyenne, 100 acheteurs par. Si on dit des chiffres, là, juste pour qu'on puisse Oui, oui, comprendre. oui, Là. bien sûr, bien Il y sûr. aurait 100 acheteurs par mois qui réussissent à trouver, puis 100 nouveaux acheteurs qui arrivent à chaque mois. Mais là, ça n'arrête pas. Fait que si cette année, en plus des 100 acheteurs qu'il y aurait par mois, il y a les 500 acheteurs de l'année passée qui ont mis leur projet sur pause qui vont arriver. Fait que ça va faire en sorte qu'ils vont avoir encore plus d'acheteurs qui vont chercher, ce qui va faire en sorte que plus de demandes va faire augmenter les prix. Mais tu sais, je pense pas que ça va flamber là, comme dans le temps de la COVID. Là, une affaire que le prix médian avait pris 200 000 là, sur 2 ans. C'est une affaire de fou. Là. Exactement. Je pense pas que ça va être ça. Là. Mais quand même, s'il peut y avoir une incidence sur le prix, ça pourrait augmenter. Donc, si vous cherchez une maison, vaut mieux y aller. C'est toujours le temps d'acheter. Attendre, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure solution quand on prévoit d'acheter. Quand tu veux t'acheter une propriété, des fois, ça vaut la peine de faire le projet tout de suite parce que plus que tu attends, plus que les prix augmentent. C'est tout le temps ça, mais là, c'est de savoir de combien. Oui. Et Mais si tu peux acheter, hein, excuse-moi de couper, si tu non, peux c'est pas grave. acheter, vaut mieux peut-être acheter tout de suite que d'attendre. C'est ça que je veux dire. Si tu peux pas, bien évidemment, il faut que tu attendes. Là. Exact, exact. Et David, quand j'ai fait la recherche pour cette semaine, j'ai réalisé quelque chose. Mettons qu'un vendeur veut vendre sa propriété. OK? On va dire un condo à 300 000. Il y en a encore des condos à 300 000 à Repentigny?
Oui, il y en a. Parfait. Donc, un condo en 300 000, right? Là, la personne se dit, bon, moi, en ce moment, j'ai trouvé un partenaire. OK, donc, on va prendre l'exemple, c'est un gars qui trouve whatever, comme partenaire, ils se mettent ensemble et Ouais. ils veulent acheter une propriété. Fait que là, il se dit, je vais vendre mon condo et je vais acheter une propriété, right? Ouais. Moi, ce que je crois qui se passe, c'est que la personne qui a acheté et a eu le taux en 2020, OK, disons, moi, j'ai déjà vu des taux à 1,8, 1,9, fermé 5 ans, là, OK, au début de la pandémie. Et même par après, ça n'a pas augmenté beaucoup, là. Mais disons, là, OK, disons à 2 right, pour être clair pour l'exemple. Et le renouvellement hypothécaire, disons qu'il a pris l'hypothèque en 2020-2021, là, fait qu'on va dire 2025-2026. De toute façon, ce n'est pas cette année. Non, OK? exact. Donc là, lui, il se dit, il me reste, disons, 2 ans encore, peut-être 2 ans et demi, c'est pour être précis. Donc, on va dire 2 ans à 2 pour un condo à 300 000. Si j'achète cette année, le taux que je vais payer, parce que je sais et je crois qu'il y a je comprends qu'il y a des façons de transférer son hypothèque qu'il y avait au taux qu'il y avait au début. Ouais. OK? Mais il reste quand même qu'il y a la différence d'hypothèque sur la maison va être un nouvel taux. Donc, moi, ce que je crois qui arrive, quand même beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, je n'ai pas fait des recherches approfondies. Mais mon feeling, ce que je vois, c'est que ces personnes-là hésitent de vendre. Parce que s'ils vendent et achètent, ils vont avoir une grosse augmentation de paiement. Surtout si l'hypothèque est baisse. Évidemment, elle risque d'être plus chère si c'est une propriété que tu achètes une maison unifamiliale. Fait que, ouais, Voilà. effectivement. Voilà. Donc, exemple, si achète une propriété à 500 000, Ouais. cette propriété à 500 000, donc il va y avoir une différence de 200 000 et plus, tout dépendant de l'hypothèque. Ouais. Donc, c'est ça que je crois qui arrive. Donc, les gens hésitent de vendre, ce qui fait qu'il y a moins de propriétés sur le marché, ce qui fait que c'est avec l'article qu'on a vu qu'il y a plus d'acheteurs qui arrivent sur le marché. Exact. Et ça peut réellement créer ce que Réal Lepage dit, là. Ça peut créer Effectivement. une autre mini-pandémie, là. Ouais. Ben, tu sais ce qu'on a. Ouais, ça va pas créer un virus là, d'une pandémie, mais ça va créer l'effet d'immobilier qu'il y a eu durant la pandémie. Là. Non, c'est ça, ils vont créer Non, une non, autre de toute façon mais bientôt. effectivement, mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens, je pense, durant la COVID, qui hésitaient de vendre parce qu'ils avaient peur de ne pas trouver. Parce que c'était le temps ça de dire hey, si je vends, il faut que je trouve une maison qui va me coûter tellement cher. Dans le temps qu'il y avait des surenchères de fous. Mais ces gens-là, quand même, il y a quand même des gens que, malgré le taux, peut-être que pour eux, s'ils sont capables de pallier à ça, peut-être qu'ils vont être prêts à vendre quand même parce que c'est plus facile de trouver une propriété. Oui. Fait que les gens qui attirent, il y a quand même peut-être un juste milieu. Les gens qui attendaient, je vois qui ton avaient peur point. d'acheter, puis que là, mais qui ont absolument besoin de changer. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui hésitent, comme tu dis, mais c'est pas que ça. Il y a quand même des gens qui ils ont mis leur projet sur pause aussi. Fait qu'en termes de nombre de propriétés, je pense pas que ça va être aussi pire quand même que durant la pandémie. Parce que là, tu vois, exemple, mais là, je parle des plex. Là. Les plex en particulier, ils s'accumulent sur le marché depuis 1 an parce que les taux sont tellement chers. Les plex que pour investissement. Là. Un duplex pour habiter, c'est une autre affaire quand il y a un logement de libre. Fait que là, il y en a beaucoup sur le marché. Fait que, on dirait que ça dépend quel type aussi. Peut-être l'unifamilial, comme tu dis, il va avoir cet effet-là. Mais dans les plex, il y en a beaucoup à Montréal à vendre. Puis il y en a de plus en plus sur le marché à vendre. Mais ils se vendent quand même très bien. Là. Mettons, à Joliette, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend où. Fait que ça dépend des fois quel secteur, quel type de propriété. Fait que, il va falloir qu'on garde un œil là-dessus. Exactement. Et parce que c'est bon ton point, je me souviens quand j'étais courtier au Québec, les Plex, quand tu achetais à Montréal, par exemple, ça faisait aucun sens. Là. Ça faisait aucun sens. Il fallait que tu habites pour que ton locataire, si tu avais un duplex ou tes 2 locataires, si tu avais un triplex, te paye une partie pour que tu puisses vivre à Montréal. Ça, c'est une autre chose. Là. C'est rare que les Plex sont en profit, disons.
Exact. Si on les prend simplement pour l'investissement immobilier. Oui, exact. Mais c'est ça, fait que ça reste à voir, tu sais. Fait que s'il y a plus d'acheteurs, mais là, s'il y a moins de propriétés, là, ça va peut-être être. Mais je pense que ça va être moins pire qu'on pense, mais ça se pourrait que les maisons augmentent quand même. Mais moins pire qu'on pense. Ça ne sera pas aussi fou là, que ce qu'on a déjà connu. Là. Mais ça se peut que si, comme tu dis, qu'à cause de cet effet-là, qu'il y aurait moins de maisons à vendre, là, peut-être. Ben, fait que si vous êtes un acheteur, ça serait peut-être bon de. Puis que vous pouvez acheter là, ça serait peut-être bon de s'y mettre tout de suite parce que euh, selon ce qu'on a vu, peut-être que ça pourrait augmenter beaucoup. Oui, exactement. Exactement. David, avec toutes ces nouvelles-là par rapport à l'inflation et au marché immobilier, qu'est-ce qui va se passer avec les locataires? J'ai voulu parler en deuxième partie des locataires car il y a une nouvelle loi, la loi 31, qui modifie ou clarifie certains points pour les locataires. Et j'aimerais qu'on en parle. Donc, je vais regarder ici. Donc, avec l'adoption de la loi 31, de nombreuses questions subsistent quant à son application pratique. Est-ce que tu as lu ou tu es au courant de cette loi? Ouais, Et si oui, ben, tu peux nous aider à ben comprendre. ouais, je connais bien. Mais là, il faut juste savoir, tu sais, avant de comprendre, des fois, tu sais, on peut faire un courtier immobilier, on n'est pas nécessairement spécialisé en location ou avec la Exact. loi sur les locataires, ben, sur la loi qui régit là, tout ce qui est en location résidentielle, là, parce que le commercial, c'est une autre affaire. Moi, j'en ai fait. Fait que, je connais quand même un peu la loi. Il faut juste faire attention. Des fois, certains courtiers immobiliers pourraient peut-être moins connaître. Mais tu sais, c'est pas grave. Tu peux faire un courtier même s'il ne connaît pas ça. L'important le courtier immobilier, lui, ce qu'il fait, c'est s'il ne connaît pas le sujet par cœur d'une certaine chose, il va aller s'informer. Fait que le but, c'est de protéger son client. Fait que oui, mais je l'ai lu. Et puis, il y avait deux affaires que je trouvais quand même intéressant. C'est sûr que la loi au Québec a privilégié beaucoup souvent les locataires dans plusieurs aspects de la location, ce qui est correct. Fait que moi, c'était par rapport à la cession de bail. Puis, c'était l'autre aussi, on va en parler tantôt, concernant les logements là, de 5 ans et moins, qu'il n'y a pas de limite d'augmentation. Donc, on va commencer avec la cession de bail. Moi, ce que je Oui, ça, les gens ont des questions, ils pourront m'appeler. Aller sur mon site, trouver mon cellulaire au davidchaussé.com. Ça va me faire plaisir de les exactement. aider. Mais là, moi, ce qui m'avait marqué, quand on est locataire, souvent, on se demande tout le temps, hey, je peux-tu mettre fin à mon bail? Comment que je fais pour Exact. arrêter Quand mon quelqu'un, bail? tu magasines avec, là, il trouve Ouais, la propriété idéale, coup de cœur, qu'est-ce qu'on fait? Il me reste 8 mois du bail ou 6 exact. mois. Qu'est-ce que je fais avec mon bail? Il me reste 8 mois Voilà. à la fin. Habituellement, il faut quand même que tu honores ton bail jusqu'à la fin, mais il y a certaines façons que tu peux mettre fin à ton bail. Mais la plus simple, c'est tu peux avoir une entente de gré à gré. Puis il y a aussi une autre affaire dans l'article. Euh, si le propriétaire veut te mettre dehors, il y a maintenant un montant minimal qui est établi. Avant, il n'avait Hmm. pas. Avant, c'était une entente de gré à gré. Si le locataire était d'accord avec 1000 $ de compensation, il pouvait mettre son bail. Mais maintenant, il y a un montant ça, c'est quand même important, là, qu'on n'avait pas parlé tantôt avant le Oui, oui, podcast. oui, 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 OK. Fait que Donc, ça ça veut dire protège. quoi? Ça veut dire que, disons, tu veux t'en aller, ben, tu me donnes 1500 puis tu peux t'en aller quand tu veux. Mais C'est mettons, ça que tu non, veux dire? si le propriétaire il veut que son locataire s'en aille, puis que le Ah, si le locataire, propriétaire ouais, veut que son locataire s'en et que aille. le locataire est d'accord, il y a des montants maintenant qui sont minimales. Il y a une compensation minimale calculée euh, à prévoir selon le TAL. Fait que c'est OK. plus comme un montant, c'est plus laissé à la discrétion du propriétaire et du locataire de s'entendre. Le OK. Donc, locataire pourrait dire OK, mais tu me donnes le montant minimal que tu tires ou tu me donnes plus. OK. Donc, juste, donc, les gros changements, je sais qu'on en parlait, il y en a 3. Ouais. Donc, le premier, c'est lorsque la cessation est faite ou Ouais. acceptée. On va en parler, ouais, exact. Oui. Ensuite, c'est avec les nouveaux constructions. Et le premier point que tu as amené, c'est le montant minimal Ouais. de Là, compensation. je ne veux pas me tromper, là, mais je pense que s'il y a un changement d'affectation, il y a des dédommagements plus importants qui sont prévus. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça enlève le poids du locataire d'aller devoir aller au TAL, exemple.
pour négocier un montant si c'était pas suffisant. T'sais. Fait que là, maintenant, s'il appelle au TAL, le locataire va dire ah, c'était quoi le montant? Là, le TAL pourrait dire ah, ben, selon ton loyer, ça serait tant. Fait que là, au moins, Ah, le OK, OK, locataire peut OK. dire à son propriétaire ben là, check, la loi dit que c'est tant, c'est tant. Fait que ça va OK. peut-être. Peux-tu nous donner un exemple concret? Ben, Bon, un de tes clients décide, bon, j'achète un condo, coup de cœur, il me reste 6 mois d'un loyer. Je fais quoi? parce qu'il y a plusieurs, là, ça pourrait être long. Il y en a plusieurs. Premièrement, il y a le propriétaire qui achète pour se loger, OK. résidentiel. Cette personne-là peut mettre fin au bail 6 mois avant la fin du bail, ou OK. si c'est un bail à durée déterminée. Là. Si c'est un bail à durée indéterminée, là, c'est 6 mois d'avis. Là. Mais ça, c'est technique un peu. Là. Fait que là, il y a des montants minimaux qui sont prévus maintenant. Avant, Mhm. c'était juste de dire un montant, exemple, ça disait un montant raisonnable pour le déménagement. Tu sais. Ouais. Fait que là, maintenant, il y a un montant qui est établi. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est si le propriétaire il fait un changement d'affectation de l'immeuble. Exemple, sa destination va être pour un immeuble commercial, exemple. Il change l'usage là, dans l'immeuble, c'est plus du résidentiel. Il peut mettre fin. Fait que là, il y a des montants qui sont prévus minimales pour protéger le locataire. Tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est un exemple, c'est des exemples parmi tant d'autres. Là. Fait qu'avant, il n'y avait pas de montant préétabli. Tu sais, il me semble, d'après ce que moi je savais. Non, Là. c'est sûr qu'il n'y avait pas de Fait, montant. fait que là, maintenant, il y a Il n'y des avait pas de montants. montant. Fait que c'est peut-être plus facile pour le locataire au lieu de devoir ouvrir un dossier à la régie, puis à la régie, au TAL. Là. C'est ça. OK. Donc, disons que c'est un logement un bâtiment de 6 logements. Et là, c'est à Montréal. Fait que là, ils décident les 2 logements en bas, ben, on va les faire un dépanneur puis un coiffeur. Exact, Là, les exact. 4 autres qui restent pourraient dire là, c'est trop pour moi, là, il y a trop de bruit. Fait qu'il faut que tu me donnes une compensation. Et là, le propriétaire, il va falloir qu'il donne une compensation qui est déjà établie directement. Non, c'est pas par rapport au bruit. C'est vraiment s'il va utiliser le logement pour un autre usage. Ah, OK, donc le logement concerné, pas dans le Oui, building. exact. Non, c'est OK. ça, exact. Si le propriétaire veut mettre le locataire dehors pour utiliser son espace à un autre usage. Got Dans it. l'exemple OK. que je donnais, c'était ça. Si, mettons, il fait des travaux puis ça fait trop de bruit pour le locataire, ben là, il faut voir c'est quoi les règlements par rapport au bruit, là, Mhm. puis à la jouissance des lieux. Fait que Oui. le locataire, il a le droit de jouer des lieux autant d'en profiter là, sans qu'il soit encombré ou sans que ce soit. Ben, là, c'est un autre volet. Là. Oui, oui, exact, exact. Mais non, c'était vraiment si le propriétaire met dehors le locataire. Mais qui est en droit de le mettre dehors, là, tu sais, selon la loi. Là. Mais maintenant, il y a Mhm. des montants prévus de dédommagement qu'avant, avant, c'était des montants raisonnables. Il n'y avait pas de montant préétabli. Là. Fait que Je ça. comprends. Donc, ça, c'est Puis ouais, c'est ça, exact. Puis il y a aussi des minimums maintenant, un minimum de 3 mois, bref, s'il y a des ententes de résiliation de bail qui est signée. Puis il y a des choses pour protéger le locataire. Fait que ça, c'est intéressant. OK. Donc, cette loi, d'après toi, avantage le propriétaire ou le locataire? Ou les deux, tout Euh, dépendant des points. je pense que ça, dépendamment des points, ça avantage plus le locataire. Mhm. En cas de la changement de la sous-location, c'est plus des trucs pour aider le locataire. Puis aussi, je pense que c'était pour aider peut-être pour désencombrer les dossiers qui étaient ouverts au TAL. Tu sais. Il y avait peut-être beaucoup de dossiers qui étaient ouverts au TAL, puis ils voulaient, côté administration, là, en mettant des montants préétablis, peut-être que ça va permettre aux gens de s'entendre entre eux sans qu'il y ait de recours devant les tribunaux administratifs du logement. Tu sais. OK. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Mais pour la Oui, session de baisse, ça, c'était intéressant. Mais tu sais, tu voulais-tu retourner à la clause F, là, comme je t'avais parlé? oui, oui, bien Ça, je sûr. voulais en parler un peu, ça aussi, ça, je trouvais ça Oui. intéressant. Puis il y avait la session de bail aussi, tu sais, maintenant, ça permettait aux locataires, il y a un locataire qui veut quitter, peut trouver un locataire avant la fin de son bail, il envoie l'avis de session de bail à son locataire, à son propriétaire. Ça, j'en parlais après, là. Oui. Fait que là, avant, le locataire, le propriétaire pouvait dire, exemple, à son locataire, ah, je refuse ton nouveau candidat seulement pour une raison valable, exemple, s'il y avait un mauvais crédit. Oui, 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 oui. Exact. Là, maintenant, le propriétaire peut dire, pour aucune raison, il peut dire, je refuse sa candidature, mais ça a pour effet, le changement, c'est que ça va avoir pour effet immédiatement de résilier le bail en date de l'avis de résiliation, en date de l'avis de cession de bail. Fait comme ça, le locataire aurait plus besoin de trouver un candidat.
Si le propriétaire refuse, il pourrait tout simplement dire ben là, OK, ben c'est parfait, ben on s'en va à la date prévue, étant donné que tu as refusé mon candidat pour aucune raison. Fait que ça avantageait le locataire, je trouve ça intéressant. Puis il y avait OK, aussi la donc clause. juste d'être clair, un exemple. Oui. Le monsieur ou la madame me dit OK, là, moi, je dois m'en aller. OK? Je dois m'en aller et on est au mois de mars et je vais quitter le 30 avril. Et voilà la personne qui va prendre mon bail. Ouais. Voilà ses coordonnées. Merci, bonsoir. Là, le propriétaire prend ça et dit OK, non, moi, je ne veux pas celui-là comme locataire. Donc, je refuse ton avis de cessation. Oui. De cession, oui. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Mais là, ça dépend. Il a refusé pour aucune raison valable? Donc, on va prendre les deux, raison valable ou raison non valable. OK, mais là, dans l'option numéro 1, qu'il refuse pour aucune raison valable, il dit juste à son locataire, je refuse son candidat pour aucune raison. Uh-huh. En gros, c'est ça. Là. Ça Oui. va avoir pour effet de mettre fin automatiquement au bail en la date que le locataire avait dit qu'elle allait quitter. Le 30 avril, par exemple, dans mon exemple. Oui, exact. Parfait. Fait qu'il n'y aura pas besoin de trouver un nouveau locataire. Beautiful. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Fait que ça, c'est bon. Il y a 15 jours pour le faire. Mais dans l'option numéro 2, si, mettons, il dit OK, pas de trouble, je prends ton nouveau candidat et que le candidat a un mauvais crédit, ben là, automatiquement, il va devoir trouver un nouveau locataire quand même, là, le locataire actuel. Oui, vas-y. Mais juste parce que le propriétaire, lui, il avait signé un bail qui finissait à une date X. Fait que il va vouloir quand même qu'il y ait un loyer. Fait que s'il refuse parce que le candidat ne serait pas bon, ben là, le locataire va devoir trouver un nouveau locataire qui va prendre possession de son logement avec les bons critères et le refaire. C'était seulement dans l'option, ça donnait la chance au propriétaire de dire moi, trouver mon locataire moi-même. Puis ton bail est résilié. Fait que c'est ça. Parfait. J'ai trouvé une explication sur la Corpic, qui est probablement le meilleur site immobilier pour les investisseurs. Oui, c'est le seul avec qui je fais affaire pour les enquêtes de crédit puis pour les rédactions de bail. Super. Voilà, exact. Et j'ai été déjà membre il y a longtemps, il y a 20 quelques années. Okay. Alors, en cas de crédit, ils sont vraiment ça à coche. Là. Oui, c'est vrai ça. Il y avait une enquête normale puis une enquête poussée. Il y en a l'enquête trois poussée, là, c'est fou. Il y en a trois maintenant? Oui, il y a plusieurs types, là, exact. Nice. Non, c'est the best. Fait que là, il explique comment fonctionne désormais le processus de cession de bail après l'adoption, donc avec la loi 31, en d'autres mots. Lorsqu'un locataire souhaite céder son bail, il doit en informer le propriétaire par écrit et fournir les détails nécessaires sur le nouveau locataire potentiel, qui est aussi appelé cessionnaire, notamment son nom, son adresse, ainsi qu'une nouveauté prévue pour la nouvelle loi, la date prévue pour la cession. Ce qu'on parlait, comme dans l'exemple, c'était 30 avril. Ouais. À noter que cette date doit tenir compte du délai de 15 jours dont dispose le propriétaire pour décider s'il accepte ou pas la cession. Exact. Ce que tu as donné comme exemple. Je vois que tu es au courant. C'est avec les 15 jours. Moi, je n'étais pas au courant pour les 15 jours. Donc, en effet, dès la réception de cet avis, le propriétaire dispose d'un délai de 15 jours pour répondre à la demande de cession, sans quoi il est réputé avoir accepté. OK? Ça, c'est un point important aussi. Ouais. Pendant ce délai, les locataires conservent ses droits et obligations liés au bail. Le propriétaire, de son côté, peut profiter de ce délai pour faire une enquête prélocative sur le candidat cessionnaire, c'est-à-dire le candidat qui souhaite louer son logement, le nouveau, en d'autres mots. Si le propriétaire accepte la cession de bail, le cessionnaire remplacera l'ancien locataire au bail existant au même terme, conditions et loyer à partir de la date prévue pour la cession. Dans notre exemple, c'est le 30 avril. Conformément au Code civil du Québec, le propriétaire pourra exiger le remboursement des frais raisonnables engendrés par la cession à l'ancien locataire uniquement lorsqu'il consent à la cession. En d'autres mots, s'il dit « OK, je vais prendre ton locataire, le nouveau, mais je veux que tu me rembourses 150 $ parce que j'ai fait une enquête de crédit. »
Est-ce que c'est ça que je comprends? Exactement. Ben, pas juste ça, tu sais, s'il y a des frais d'administration, là, après ça, c'est un peu à la discrétion du propriétaire, là. Mais il pourrait dire que ça coûte 500$, là, tu sais. Ça serait quand même facile de le justifier, là. OK, je comprends. Je comprends ton point. Maintenant, David, c'est quoi les deux autres points qui sont importants? Donc, on a parlé de la Mais là, c'est ça. Fait que les cession, points, moi, maintenant, ouais. la Excuse-moi, vas-y. sous-location peut-être. Ouais. Fait que moi, dans le fond, ben, il y avait la session de bail que je trouvais ce changement-là quand même assez intéressant. Ça avantage un peu le propriétaire, mais un peu les deux, je dirais, là. Après ça, il y avait le changement pour les montants minimales. Il y avait des montants fixés là, en cas d'éviction légale, là. Euh, quand le locataire a le droit de mettre là, légalement son locataire de l'évincer. Après ça, il y avait le changement, c'est par rapport aux augmentations minimales des logements de moins de 5 ans. Fait que, tu sais, habituellement, tout logement qui ont 5 ans et plus, ben plus de 5 ans, là, en fait, c'est ça, c'est plus de 5 ans. Le TAL va suggérer une augmentation annuelle du bail que les propriétaires vont devoir respecter ou à peu près. Fait comme ça, si jamais il y a une augmentation excessive, le locataire peut faire une demande au TAL pour que le TAL fasse pour que le TAL décide là, de l'augmentation prévue de ce bail-là. Mais tout immeuble de 5 ans, de moins de 5 ans, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de limite d'augmentation. Fait que c'est soit des immeubles neufs de moins de 5 ans ou des immeubles qui ont changé d'affectation depuis moins de 5 ans. Par exemple, c'est un immeuble qui n'était pas résidentiel, qui est devenu résidentiel depuis moins de 5 ans. Fait que le propriétaire peut augmenter à chaque année comme qu'il veut. Fait que ça ne Pendant protège pas les 5 ans. locataires. Fait que tu signes un bail de 2 ans à 1500$ par mois. Puis là, tu te ramasses une augmentation à 2500 2 ans plus tard. Fait que ce qui est dommage, c'est que c'est une façon des fois déguisée de mettre le locataire dehors si le propriétaire voulait, pour X raison, changer de locataire. Ou tout simplement, il peut, si l'immeuble prend beaucoup de valeur en 2 ans, il peut augmenter les loyers. T'sais. Fait que ça ne protégeait pas les locataires. Là, maintenant, la loi a dit c'est que tu dois divulguer le montant maximal que tu vas prévoir d'augmenter ton bail durant les 5 prochaines années pour ces types d'immeubles-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour les locataires. Comme ça, il n'y aura pas d'augmentation surprise. C'est moi, quand je travaillais avant, j'en ai fait là, des immeubles neufs là, locatifs, là, des triplex. Puis, souvent, la première année, ils louaient moins cher, mais pour trouver des locataires plus facilement. Puis l'année d'après, ils ramassaient solide là, avec des grosses augmentations qui étaient vraiment excessives. Mais le locataire avait. Là, tu es un peu à la merci de ça. Là, tu dis, bon, ben là, je recherche un logement. Est-ce que je redéménage pour trouver un autre logement? Ça engendre des frais. Fait que souvent, tu es pogné finalement à accepter l'augmentation. Puis c'est ça. Fait que là, au moins, si le propriétaire dit qu'il va avoir une augmentation de 3000$ par mois, ce qui est vraiment excessif, au moins le locataire va s'y attendre. Il va dire, bon, ben, ce propriétaire-là, je m'attends à des augmentations excessives. Fait qu'en signant le bail, au moins, tu es un peu protégé par rapport à ça. Tu es au courant de ce qui s'en vient. Ou sinon, de mettre une augmentation qui n'est peut-être pas nécessairement excessive, mais c'est juste de prévoir les augmentations qui vont arriver. Comme ça, le locataire, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant pour les locataires parce que j'avais vu beaucoup de situations où est-ce que il y avait des augmentations qui n'avaient aucun bon sens. Là. Fait que ça, c'était le gros changement aussi que j'avais vu dans les nouvelles lois par rapport à ça. Parfait, c'est très intéressant. David, c'est le temps de l'anecdote de David. Okay. Est-ce que tu as une anecdote pour nous aujourd'hui, comme ça, spontanée? Oui, j'en ai une. Je voulais parler, tu sais, on parle beaucoup là, des droits des locataires, les propriétaires. Puis là, tu vas arriver avec un article peut-être tantôt Oui. qui va sûrement parler de ça un peu, tu sais, les personnes qui sont de mauvaise foi. Moi, j'avais fait affaire avec un client, m'a amené acheteur, il achète un immeuble avec moi. Mais, tu sais, il connaît, il y a ses locataires qui sont. Il lui achète pour investissement. Là. Il est au courant qu'il ne peut pas mettre personne dehors parce que lui, il a déjà une maison. C'est une très grosse. C'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'argent, il avait une très belle maison. Fait que, c'est sûr qu'il n'allait pas aller vivre dans un des logements. Ou, mais tu sais, peut-être pour sa famille, parce que il y a plusieurs particularités au droit à la reprise. Là. Mais là, il achète l'immeuble finalement. 6 mois plus tard,
Mais là, moi, il me tenait au courant. J'ai arrêté de faire affaire avec cette personne-là parce qu'il achète de mauvaise foi et c'était pas une bonne personne. Là. Moi, c'est sûr que j'aime ça faire affaire avec des personnes qui sont intègres et honnêtes. Là. Fait que là, lui, finalement, il m'appelle puis il m'explique j'ai envoyé un avis de reprise du logement pour un des logements qui était pas cher. T'sais. La fille, c'est une mère monoparentale avec son enfant, je pense, a besoin particuliers. Là, moi, dans la tête, je me dis, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. T'sais. Mais lui, il dit à la locataire je veux faire loger ma mère. Ouais, Mais tu sais, sa exact. mère, elle habite à Gatineau. Je pense qu'il paye un logement ou je sais pas. Fait que là, finalement, j'apprends que ça n'a pas passé. La fille a pris des recours au TAL, la mère monoparentale. Puis elle a réussi à s'en sortir, à prouver que lui était de mauvaise foi. Et est resté locataire dans cette place-là. Fait que finalement, des années plus tard, il a vendu l'immeuble sans moi. Mais la morale de cette histoire, la morale, c'est plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es locataire, puis il arrive quelque chose, souvent les gens, ils ne savent pas trop, ils ne s'informent pas trop non plus. Fait que, si le propriétaire leur dit quelque chose, ils se font évincer, ils acceptent sans trop s'informer, ils se font un peu avoir. C'est important pour un locataire, tu appelles le TAL, tu t'informes comme il faut. Fait que l'important, c'est de s'informer comme du monde. Et puis, parce que justement, il y a des processus qui sont là pour protéger le locataire. Que si la personne est de mauvaise foi et qu'il veut t'évincer pour une mauvaise raison, ben tu peux t'en sortir. Puis ça ne coûte pas nécessairement des frais incroyables. C'est sûr que c'est du temps énorme, peut-être des frais aussi un peu là, si tu veux t'informer avec des professionnels, mais il y a quand même une lumière au bout du tunnel, puis les gens peuvent s'en sortir. Oui, c'est vrai ce que tu dis, David. Je trouve ça très important qu'on parle de ça. Ouais. Et oui, définitivement, j'ai trouvé un article que j'aimerais partager avec toi. Donc, il y a une personne qui a agi comme ça, très, très proche de ton exemple. Et j'aimerais qu'on en parle. Donc, c'est le Journal de Montréal qui rapporte. Donc, une personne qui s'appelle Roxane Rodier a été condamnée à 20 000 $ d'amende pour un comportement téméraire, qu'on appelle. Et ça a été une des preuves, c'est son compte Facebook. Ouais. Donc, la personne, je vais lire l'article pour que ce soit clair. Donc, une propriétaire de Drummondville a été condamnée à verser 20 000 $ à ses anciens locataires qu'elle a exposés de mauvaise foi, comme ton exemple, Ouais. d'un duplex. Ceux-ci ont démasqué sa ruse, notamment grâce à Facebook. Ouais. Donc, en d'autres mots, la personne, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a demandé de l'expulsion. C'est comme mon client, exactement. C'est le droit à la C'est ça, reprise. c'est que là, je lis puis je me rends compte que c'est Exact. Et exactement moi, je ton l'ai lu, anecdote. là. Là. Et dans le fond, elle dit à la personne je veux habiter le logement, j'ai le droit de prendre possession du logement. Oui, oui, exact. Puis la locataire a fait ben, tu sais, par Facebook, c'est tellement facile aujourd'hui. Si t'es une personne de mauvaise foi puis que tu veux frauder le système, ben, tu peux te faire pogner facilement. Là. Fait que finalement, Voilà. mais elle, ce qui est plate, c'est qu'elle a quitté le logement. Là. Puis là, Oui, après ça, des mois plus tard, elle se rend compte que ça a été reloué. Fait que là, on ne lira pas l'article exactement. en détail, mais les autres, ils avaient menti, ils voulaient vraiment, ils faisaient semblant qu'ils voulaient habiter le logement. Puis finalement, c'était pas le cas. Mais le locataire a vraiment quitté, tu sais. Fait que, moi, dans mon histoire, la fille est allée voir le TAL avant de quitter. Fait qu'elle a réussi à rester, tu sais. Oui, Mais oui, là, dans oui, cette c'est un histoire-là, exemple, c'est que oui. le locataire est parti. Fait que, mais tu sais, le dédommagement, si tu ouvres un plus haut, je pense que c'est 20 000 $, c'est quand même. Oui, C'est quand même assez important. Fait que tu vois que, tu sais, tranquillement, les lois sont vraiment en faveur des locataires qui se font piéger dans ce genre de stratagème-là. Là. Fait que c'est ça. Donc, fait qu'au moins, elle a été dédommagée quand même assez décemment. Là. exact. Check. Rodi a d'abord prétexté vouloir y habiter. Elle leur a donc envoyé un avis Ouais. de reprise de logement en juillet 2022, soit quelques jours seulement après avoir acheté l'immeuble. Ouais. Or, le logement n'a jamais été utilisé pour la fin mentionnée dans l'avis transmis et la propriétaire ne s'est jamais logée. Ouais. OK? Et pour justifier son absence dans le duplex, la propriétaire a prétendu avoir été enceinte de 10 semaines
d'une grossesse non souhaitée, voire non planifiée. Puis ils ont menti aussi sur la date qu'elle s'était mis en couple avec son chum. Fait, Voilà, mais elle était en couple voilà. déjà depuis 1 an avant. Fait que, tu sais, puis en tout cas, c'est ça. Fait que, donc, ils ont réussi à prouver ça, tant mieux pour le locataire. Mais ce qu'il faut comprendre, tu sais, moi, je représente souvent des acheteurs. Là, j'emmagasine justement des plex à Joliette pour des clients. Mais tu sais, eux autres, souvent, ils me checkent cet immeuble-là, ils me disent David, tu sais, c'est correct de vouloir des loyers plus. Tu sais, dans la vie, là, on veut faire de l'argent. Là. C'est Oui, pas mal de vouloir faire de l'argent, mais c'est juste de le faire avec intégrité, honnêteté. voilà. Mais là, mes clients, exemple, tel logement, ils disent ben là, est-ce que tu penses qu'on peut mettre telle personne dehors? Mais moi, je leur dis ben non, c'est impossible. À moins que, exemple, que tu achètes et que tu mets la personne et que le locataire est d'accord de quitter pour un montant d'argent. Mais si c'est fait avec un accord de gré à gré, tu sais, le propriétaire dit à la personne je te donne 10 000 pour que tu t'en ailles parce que je veux trouver un nouveau locataire, mais moi, je te donne 10 000. Ou je te donne 10 000, puis on augmente ton loyer de temps. Mais là, ça, il faudrait vérifier avec le TAL. Là. Il faudrait faire des rénovations peut-être. Là. Mais tu sais, si c'est une entente qui est honnête, intègre, tu es transparent avec la personne, puis que la personne est d'accord, c'est correct. Si le locataire veut quitter pour 10 000, puis qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fraude, c'est pas mal de faire ça. Tu sais. Ou l'autre méthode, c'est de dire tu fais une offre d'achat conditionnelle à la résiliation d'un des bails ou Voilà. ou C'est des baux. ça. Fait que là, Exact, c'est ça. tu laisses le fardeau de la négociation avec le propriétaire actuel. Si ça marche, tant mieux, le client achète. Si ça ne marche pas, ben, l'offre d'achat devient nulle et non avenue. Il y a plusieurs stratégies pour ça. Si Exact. quelqu'un est intéressé, il a juste à m'appeler. Ça va faire plaisir d'y expliquer plus en détail. Tu sais. Et tout le monde sait que tu es le meilleur. Exact. Ben, je ne vais pas exagérer, là, Exact. mais il y a beaucoup de bons courtiers, mais l'important, c'est de s'entendre bien avec son courtier. Ouais. Ouais. Et confirmer ton point, c'est ça. La dernière transaction que j'ai faite en tant que courtier immobilier, c'était ça. J'avais la cliente acheteuse, on a acheté un condo et dans l'offre d'achat, c'était conditionnel à ce que la locataire résilie le bail. Et on a eu la preuve, donc la locataire a signé la réalisation du bail en date, quelques jours avant la date notariée, je crois, là. Et elle a eu, je crois, un deal avec son propriétaire pour qu'elle fasse ça. Donc, ça, c'était une entente de gré à gré. Et la locataire a choisi de quitter, mais d'une façon légale. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, on entend des histoires à Montréal. L'entrepreneur, là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais un entrepreneur malhonnête veut évincer des locataires. Oui, il y en a qui sont malhonnêtes, là, mais si tu fais ça avec légalement, il y a des façons de le faire légalement, d'être transparent, puis que c'est correct de le faire. Tu sais. Voilà. David, le dernier point, si on veut, parce que c'est le même sujet, j'aimerais parler avec toi d'une situation qui est encore plus. Je ne sais même pas si je devrais utiliser le mot inquiétant. C'est plus que ça. Donc, j'ai trouvé cette statistique par Statistique Canada recensement de la population de 2021. Et comme je disais, donc, je crois qu'en ce moment, c'est encore pire qu'en 2021. Donc, ici, on voit que les personnes de 15 ans et plus vivant dans un logement qui n'atteignent pas la norme de qualité, de taille ou d'abordabilité, au moins une de ces trois normes, selon le groupe d'âge. Donc, on voit que le logement non acceptable, il approche de 30 des personnes de 15 à 29 ans, si on regarde la couleur bleu foncé. Donc, proche de 30 des personnes de 15 à 29 ans qui habitent dans un logement non acceptable. Donc, déjà, quand on a parlé de ce sujet où c'est très difficile d'avoir accès à la propriété, maintenant, il y a des propriétaires qui achètent des buildings et ils font évincer des locataires qui n'ont pas le droit d'évincer. Et tous ces points-là vont rajouter une pression additionnelle à la situation qu'on regarde maintenant, qui est que proche de 30 des gens qui ont 15 à 29 ans
habitent dans un logement non acceptable. C'est quoi ton feeling par-dessus pour ça? Qu'est-ce qui crée ça, selon toi? Mais je pense que c'est les logements qui sont trop chers, tu sais. Les logements, c'est le fait qu'il y a des logements trop chers, moi, je pense, qui crée que de plus en plus de gens qui habitent dans des logements qui n'ont pas d'allure parce que c'est les seuls logements qui peuvent s'offrir, tu sais. En gros, c'est ça que moi, je comprends de cette statistique-là. Il y a beaucoup de jeunes. Là, tu sais, les jeunes, il y en a plus de jeunes que de vieux parce que les jeunes sont peut-être moins fortunés que, que certaines personnes plus vieux. Ouais. Mais c'est ça que je comprends, tu sais, de cette statistique-là, là. Et en continuant, une dernière slide que j'ai trouvée. Donc, pour être encore plus précis, parce qu'on parle des jeunes qui ont de la misère à accéder à la propriété. Depuis quelques années, on parle de ça, là, les jeunes et l'accès à la propriété. Donc, tu vois ici, c'est encore plus précis. Donc, les personnes de 15 à 29 ans vivant dans un logement non acceptable, selon le groupe d'âge et la situation familiale. Donc, si on regarde à gauche complètement, on voit les 15 à 19 ans, donc c'est les jeunes Ouais. qui. Il y en a des. Tu sais, moi j'ai quitté le foyer familial à 18 ans. Ouais. Donc, il y en a qui ont 17, 18 ans, 19 ans et qui veulent quitter. Donc, si on regarde le bleu pâle, il approche de. Donc, on va dire 55 des 15 à 19 ans qui, euh, qui vivent hors du foyer parental. Donc, 55 des gens qui vivent hors du foyer parental vivent dans un logement non acceptable. Comment tu expliques ça, David, dans un pays comme le Canada? Écoute, mais là, tu sais, c'est ça. Ça, c'est le fait il y a tellement de logements de pas disponibles. Tu sais, c'est vraiment difficile aussi de se trouver des logements. Fait que là, j'imagine pas un jeune, mettons un jeune de 18 ans qui est pogné dans la rue parce qu'il y a pas de. Il ne peut pas vivre dans un foyer familial. C'est impossible. Puis, exemple, il n'y a pas nécessairement de travail. Impossible pour lui, tu sais, de se trouver un logement normal, abordable. Ben, pas abordable, mais je veux dire un logement. Tu sais, pour un, il n'y a rien sur le marché. Puis pourquoi j'explique ça? Ben, tu sais, ça fait des années que le gouvernement en parle. Ils vont faire des HLM puis des logements. Ils vont faire des milliers de logements à Montréal, mais tu sais, les projets sont tout le temps bien ben longs, puis ça se fait pas. Fait qu'écoute, c'est dur à expliquer, mais c'est la flambée des prix aussi, là. Fait que c'est le fait que, un, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles, puis deux, ceux qui sont disponibles sont vraiment trop chers, tu sais. Fait que c'est ça qui crée ça. Voilà. Oui, et moi, je crois donc que c'est les politiques. C'est très simple. C'est les politiques de nos gouvernements qui font ça. Ouais. Si on regarde les gens de politique qu'on a au Canada, on se rend compte tout de suite que ces politiques, ce n'est pas pour que les gens s'épanouissent et qu'ils réussissent dans la vie, et non plus pour que les gens soient bien. Ouais. OK? De plus, les politiques monétaires sont inflationnistes parce que le Canada imprime autant d'argent, fait en sorte que les prix des propriétés et des loyers augmentent d'une façon démesurée, en même temps que le prix de l'assurance, de l'essence et de tout, là, de tout. Ce qui fait qu'on est dans une place, dans une très mauvaise place en ce moment au Québec et au Canada. Et ça ne donne pas beaucoup d'espoir aux jeunes. Et j'aimerais terminer avec ça. Si tu as des idées, disons, ça serait quoi les solutions? À part de bien voter aux prochaines élections, ça serait quoi les solutions qu'on peut trouver? Écoute, honnêtement, j'en ai pas. C'est Tu me ça, dis je c'est quoi savais. C'est quoi? tu me dis c'est quoi la solution et j'ai aucune idée. Après ça, c'est de dire ben là, il faudrait que le gouvernement fasse des logements pour les personnes. Mais il y en C'est aura, toujours la même chanson, man. il y C'est en toujours aura la même jamais chanson. assez. Ça serait peut-être de faire des subventions pour les. Il faudrait peut-être, au lieu que ce soit le gouvernement, au lieu que ce soit la ville de Montréal qui crée le logement, de trouver des immeubles, faire
des immeubles, des logements abordables, peut-être serait faire des certains entrepreneurs peut-être qui seraient prêts à faire des projets, mais il faudrait qu'il y ait des subventions. Puis, des entrepreneurs qui ne seraient pas là nécessairement à but lucratif ou pour faire des projets, mais il faut que le gouvernement se mêle de. Il faut que quelqu'un paye ces gens-là qui le font. Fait que peut-être que de ne pas mettre ça juste dans les mains des gouvernements et des villes, peut-être mettre ça dans les mains aussi des entrepreneurs qui seraient prêts à faire les projets. Là. Ça serait peut-être ça. Il faudrait peut-être trouver quelques centaines de Mère Teresa. Exact. David, j'ai encore beaucoup apprécié te parler, à discuter de ces sujets importants cette semaine. Oui, Et carrément. pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien et on se voit la semaine prochaine. Merci à tous.